Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Au 6e jour de sa visite en Inde, le général d'armée Saïd Chingriham, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, prend part à la cérémonie d'ouverture du salon Aero India. Dans l'actualité également, les travaux de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien qui ont débuté ce matin au CIC à Alger. Autre coopération, cette fois algéro-mauritanienne, qui connaît un bond exceptionnel depuis quelques années. L'exemple le plus édifiant est la foire algérienne permanente à Nouakchott. Les détails dans un instant. Dans la page mémoire, on verra comment l'armée d'occupation française a transformé les manifestations pacifiques du 8 mai 1945 en massacre, révélant au grand jour la brutalité du colonialisme français en Algérie. À Gaza, Hamas reporte jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération de prisonniers en accusant l'entité sioniste de faillir à ses engagements à chaque étape du processus et la poursuite de l'agression sioniste malgré le cessez-le-feu en vigueur. Sport à la fin du journal avec le peloton du Tour d'Algérie cyclisme qui a mis le cap ce matin sur la ville de Betna pour la 3e étape de l'épreuve. Bienvenue à tous. Le général d'armée Saïd Chingriham, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part hier au 6e jour de sa visite officielle en Inde à la cérémonie d'ouverture du salon Aero India organisé au niveau de la base aérienne de Yelahanka à Bangalore. Rina Lorari. À cette occasion, le général d'armée a suivi l'exécution de figures aériennes réalisées par les forces aériennes indiennes et certaines délégations militaires participant à ce salon, et ce, en présence du ministre indien de la Défense et d'importants invités de divers pays du monde. Here comes the Varuna formation of Indian Navy. Previous turn, the pilots will experience high G loading as they make the turn with a high bank angle, demonstrating the excellent handling qualities and performance. Lors de ces démonstrations, le général d'armée a fait part à son homologue indien de sa grande appréciation du haut niveau des exhibitions exécutées, saluant le succès de cet événement qui constitue une opportunité pour l'échange d'expériences et une occasion pour s'enquérir des dernières innovations dans le domaine de l'aéronautique militaire et la défense aérienne. En marge de ce salon, le général d'armée Saïd Chingriham, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a tenu des discussions avec le commandant des forces terrestres indiennes, le général de corps d'armée Upendra Dwivedi, au cours desquels le général d'armée a réitéré la disposition de l'Algérie à raffermir ses relations militaires avec des États amis, tout en saluant la qualité de la coopération avec l'Inde. De son côté, le général de corps d'armée Upendra Dwivedi a fait part du souhait de son pays d'approfondir les relations en matière de défense avec l'Algérie au service des intérêts communs des deux pays et de la consolidation de la sécurité et la paix internationale. Le général d'armée a visité les différents stands des grandes entreprises spécialisées dans l'aviation militaire et la défense aérienne, où il s'est enquis des dernières innovations et a écouté les explications détaillées sur les technologies employées. Lors de sa participation à l'ouverture du salon, le général d'armée a suivi, avec la délégation qui l'accompagne, un défilé aérien composé des derniers avions de chasse multirôles, dotés des techniques de furtivité et de radars intelligents, à l'instar des avions de chasse russes, Sukhoi 57. et américain F-35.
L'actualité marquée ce mardi par le début au Centre international de conférence Amel Tefrahel de la 4e réunion des équipes de travail et d'experts, y compris les représentants des sociétés en charge du projet du gazoduc transsaharien, réunion qui précède les travaux de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet du gazoduc transsaharien, une initiative stratégique visant à construire un gazoduc pour le transport du gaz naturel à l'échelle continentale du Nigeria à travers le Niger jusqu'à l'Algérie, d'où il sera exporté vers les marchés européens et d'autres destinations internationales. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique contribue largement à conforter la place du continent africain en tant que principal fournisseur d'énergie au niveau mondial. Et pour plus de détails avec nous, Yamina Saïdji. Yamina, bonjour. Cette réunion se veut une occasion pour examiner les différents aspects de ce projet stratégique afin de les exposer devant les ministres des 3 pays qui vont justement donner des orientations. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour Amina, bonjour à tous. Les travaux de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du projet de gazoduc transsaharien se poursuivent au Centre international des conférences à Alger. Ce matin, les experts et les représentants des compagnies pétrolières des 3 pays se sont réunis pour examiner l'état d'avancement des travaux, les aspects techniques, mais aussi ce qui a été réalisé depuis la dernière réunion d'Abuja. Ensuite, les ministres de l'énergie des 3 pays sont attendus. Donc le ministre de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria qui vont donner les orientations et fixer les prochaines étapes à suivre en fonction des conclusions des travaux de la matinée. L'objectif reste le même, accélérer la concrétisation de ce projet et renforcer le rôle de l'Afrique sur le marché énergétique mondial. Il faut savoir que la concrétisation sur le terrain de ce projet est déjà à un stade avancé avec des études techniques finalisées et des travaux qui se poursuivent. Donc la réunion d'aujourd'hui vise à faire le point sur ce qui a été réalisé, mais aussi accélérer la mise en œuvre de ce projet. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour le moment. Nous reviendrons avec plus de détails dans les prochaines éditions. Merci à vous, Yamina Saïdji, pour ces détails. Coopération algéro-mauritanienne, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie se sont consolidés ces dernières années à la faveur de la mise en place d'une foire permanente à Nouakchott et d'une banque algérienne, ce qui facilite les transactions bancaires, notamment aux opérateurs économiques. Et afin de promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, une réunion de travail s'est tenue hier consacrée au suivi de l'avancement du projet de la route Tindouf-Zouéret. Reportage Amel Menel Abdi, le commentaire est signé Badia Amani. L'Algérie et la Mauritanie ont adopté une feuille de route pour une coopération fructueuse ces dernières années. Sans doute que l'exemple le plus édifiant est la foire algérienne permanente à Nouakchott, qui a pour but de montrer le savoir-faire algérien dans différents domaines et le développement économique des 2 pays. J'aime les produits algériens, ils sont de qualité et à la portée de tous. La foire permanente a permis de commercialiser nos produits en Mauritanie. La volonté des 2 pays et leur engagement a permis également de mettre en place Algerian Union Bank en Mauritanie, une infrastructure au profit des économies de l'Algérie et de la Mauritanie. La banque, c'était une opportunité. Cette banque est une opportunité pour notre société. Elle nous facilite les transactions bancaires. Je me suis déplacé pour retirer de l'argent. L'opération s'est déroulée normalement et avec fluidité. Les opérateurs économiques mauritaniens avaient beaucoup de problèmes de transferts bancaires avec l'Algérie. Maintenant, les transferts se font facilement et les investisseurs mauritaniens sont satisfaits. La banque est opérationnelle, elle a tracé un plan de travail sur 5 ans. La coopération entre l'Algérie et la Mauritanie se renforce de plus en plus, notamment sur le plan économique. Les initiatives prises tout récemment par les 2 pays ont permis de booster les relations bilatérales.
Nous allons nous intéresser maintenant au secteur des mines qui revêt une importance particulière pour l'État qui vient d'approuver d'ailleurs le projet de loi régissant les activités minières, un texte capital pour dynamiser le secteur, un des fleurons de cette activité vitale pour notre économie, la mine de barite de Bourgaïd située à Tissemsil. Sa fiche technique avec Yamina Saïchi. Dans le creux des cavités du mont de Loire-Senis, à Bourgaïd est extrait le minerai de barite, utilisé dans plusieurs industries, notamment l'industrie pétrolière et gazière, où elle est employée comme boue lourde pour augmenter la densité des fluides de forage et éviter les fuites de gaz. L'extraction se déroule en 2 étapes essentielles. La phase préparatoire qui englobe les travaux de forage pour préparer le gisement et la phase d'abattage où le minerai est extrait selon des techniques adaptées. Ce minerai se distingue par son insolubilité. Il ne se dissout pas au contact de l'eau. La barytine est souvent utilisée dans le forage des puits de pétrole ainsi que dans la fabrication de verres, de peintures et des plaquettes de frein. Elle entre également dans la composition du béton anti-radiation utilisé dans les hôpitaux et dans la production de certains produits pharmaceutiques. Et pour accroître sa production, l'unité de Bourgaïd traite le minerai extrait de 3 gisements avec une capacité annuelle de 25 000 tonnes de barytine. Nous sommes entrés en production en 2024 avec une capacité de 10 000 tonnes de matières premières. Cette année, il y a eu une activité intense en termes d'extraction de barytine. Notre objectif est d'atteindre 30 000 tonnes entre 2025 et 2026. La valorisation des ressources minières et l'augmentation de la production de barite vise à répondre aux besoins du marché national pour cette matière première qui contribue au développement de plusieurs secteurs. Et ce même texte de loi répond également à la volonté de l'État de diversifier l'économie nationale en exploitant le potentiel minier dont dispose le pays, à l'exemple des projets d'exploitation et de transformation du phosphate à Tébessa, notamment du gisement de phosphate de Bled El Hadba, un projet pour lequel 800 wagons lui seront destinés, nécessaires au transport du phosphate. Yasmine Msoudi. À l'horizon 2026, le transport du phosphate connaîtra un nouvel élan en Algérie. Le complexe ferrovial et la Société nationale des transports ferroviaires ont signé un accord pour fournir des wagons pour le transport de cette ressource stratégique de Bled El Hadba vers le port de Annaba, renforçant ainsi la chaîne logistique du secteur minier. Le projet prévoit la mise à disposition de 800 wagons. L'entreprise ferroviale est en train de préparer le dossier technique et l'étude nécessaire afin de fabriquer ces équipements conformément aux spécifications et exigences de la Société nationale des transports ferroviaires. Les ingénieurs du service recherche et développement ont conçu la majeure partie du système de forage pétrolier, utilisé par Sonatrach pour le traitement et l'exploitation du limon extrait. Nous essayons de développer ces équipements tels que le vent de fond, Medgam, le hooper et dresser coupling. Ce sont des dispositifs utilisés pour la modification des structures. Comme vous pouvez le constater, c'est la première fois que ces équipements sont développés en Algérie. Nous espérons avec le temps les améliorer et les perfectionner davantage. Dans les ateliers, les pièces de base sont fabriquées et les composants assemblés afin de garantir le refroidissement de la tête de forage et l'évacuation des fragments rocheux. Le circuit à bout est composé de 5 réservoirs pour le stockage excédentaire, d'un système d'intégration des boues, puis de leur stockage dans le bac de décantation. Il comprend également le purificateur qui évacue les gaz extraits des boues au niveau des forages. L'augmentation des activités a permis la création de nouveaux postes d'emploi. Nous avons créé 500 postes d'emploi dès le lancement de la production des wagons. 400 postes d'emploi seront pourvus à partir de 2026. Pour cette année, nous avons contacté la direction de l'emploi pour réintégrer 50 à 60 travailleurs qualifiés. Le complexe ferrovial s'est engagé dans une démarche de diversification de sa production et a réussi à se faire une place sur le marché national en proposant des produits qui étaient auparavant importés à des prix élevés.
Dans cette page mémoire, nous allons revoir comment l'armée d'occupation française a transformé les manifestations pacifiques du 8 mai 1945 en bain de sang, révélant au grand jour la brutalité du colonialisme français en Algérie. Plus de 130 ans de colonisation, de répression ayant marqué l'Algérie d'une empreinte indélébile. Rina Lorari. Le 8 mai 1945, alors que le monde célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie vivait l'un des épisodes les plus sanglants de son histoire. À Sétif, Guelma, Khrata et plusieurs autres villes, des milliers d'Algériens ont investi les rues pour réclamer pacifiquement leur indépendance. La réponse du régime colonial français a été d'une violence et d'une brutalité inouïes, exécutions sommaires, arrestations massives et des civils brûlés vifs dans des fours à chaud. En quelques jours, l'armée d'occupation française a transformé ces manifestations en massacres, révélant au grand jour la brutalité de sa domination sur l'Algérie. Ces atrocités n'étaient que la continuité d'une politique de violence instaurée dès 1830. Depuis son invasion de l'Algérie, l'armée coloniale s'est livrée à des massacres de masse, érigeant la terreur en mode de gouvernance. Le premier d'entre eux, celui de la tribu d'Al-Aoufiya Al-Harrach, exécuté de sang-froid sous les ordres du général français sanguinaire Savary. La ville de Wladiriche, près de Blida, s'est transformée en charnier. En l'espace de quelques heures, toute la population a été anéantie, les maisons et échoppes incendiées, effaçant la moindre trace de vie. Al-Rouat, l'année des Shkayer en 1852, demeure un épisode sinistre de la barbarie coloniale française. Pour la première fois, un village entier a été exterminé par armes chimiques. Hommes, femmes, enfants et même les animaux n'ont pas été épargnés, faisant de ce massacre le premier génocide de l'histoire. Partout en Algérie, la répression française a laissé des stigmates indélébiles. En témoignent les enfumades de la grotte des Farachiches, où des centaines de femmes et d'enfants ont été asphyxiés et brûlés vifs dans une horreur indicible après s'y être rendus pour trouver refuge. Les exactions de la France ne se sont pas arrêtées en Algérie. Le 17 octobre 1961 à Paris et dans plusieurs villes françaises, la police a réprimé avec violence une manifestation pacifique d'Algériens venus revendiquer leur liberté. Alors que des milliers d'entre eux ont été arrêtés, battus et exécutés, beaucoup ont péri noyés dans la Seine et d'autres ont disparu dans les prisons et camps d'internement sans laisser de traces derrière eux. Aujourd'hui, l'histoire retient ces crimes et rappelle encore le nom des bourreaux qui les ont ordonnés. Ossarès, Bugeaud ou encore de Saint-Arnaud. Symbole d'un système fondé sur la violence et l'oppression et qui a marqué l'Algérie au fer rouge pendant plus d'un siècle. L'Algérie exprime sa vive condamnation et son rejet catégorique des déclarations du chef du gouvernement de l'occupation sioniste envers le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, et de ses fabulations concernant le déplacement du peuple palestinien hors de ses territoires et l'établissement de son État sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Face à ces déclarations honteuses, l'Algérie réaffirme son ferme soutien au Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que sa solidarité avec ce pays frère contre toute tentative d'atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a fermement condamné les déclarations du président américain Donald Trump sur l'achat et la possession de Gaza et que le peuple palestinien contrecarrera tous les plans de déplacement et de déportation. Le Hamas a d'ailleurs annoncé hier reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération de prisonniers en accusant l'entité sioniste de faillir à ses engagements à chaque étape du processus. Chaque jour, plusieurs Palestiniens tombent en martyrs à Gaza en violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. En Cisjordanie occupée, au moins 40 000 Palestiniens sont touchés par les déplacements forcés en raison de l'opération en cours des forces de l'occupation sioniste dans le nord de la ville. Plusieurs camps de réfugiés de la région ont été vidés de leurs habitants dans le cadre de l'opération de la plus longue depuis la deuxième intifada dans les années 2000. Selon le patron de l'UNRWA, les forces sionistes utilisent des frappes aériennes et des armes de pointe. Au moins 38 frappes aériennes ont été enregistrées en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année.
Et puis, ce vote du Parlement bruxellois d'une résolution imposant des sanctions contre l'entité sioniste présentée par le Parti du Travail de Belgique. La résolution adoptée prévoit notamment la fin des licences d'exportation d'armes vers l'entité sioniste, y compris pour les équipements à double usage, civil et militaire, la suppression des subsides aux entreprises complices de la colonisation et collaborant avec l'entité sioniste, ainsi que l'interdiction de toute mission économique vers l'entité sioniste tant que les violations du droit international persistent. La résolution lance également un appel au gouvernement fédéral et à l'Union européenne pour des sanctions économiques et politiques incluant la suspension de l'accord d'association UE-entité sioniste. Cette décision intervient alors que la communauté internationale reconnaît de plus en plus la gravité des crimes commis à Gaza et en Cisjordanie occupée par l'entité sioniste. Des mesures concrètes pour mettre un terme à l'impunité de l'entité sioniste. Retour en Algérie pour aller du côté de Sétif où le peloton du Tour d'Algérie cycliste a mis le cap ce matin sur la ville de Betna pour la 3e étape du TAC 2025 longue de 130 km 600. Déjà vainqueur de la première étape, l'Algérien Hamza Yassine a remporté au sprint final la 2e étape du TAC 2025 disputée hier entre Constantine et Sétif sur une distance de 145 km et demi en 3h28 minutes et 51 secondes. Le coureur algérien a devancé dans l'ordre l'Érythréen Maklé Milkias et Mohamed Najib Assel du Mouloudia d'Alger. Le compte rendu de cette 2e étape avec Sid Ahmed Bouraï. Encore une fois, Hamza Yassine s'illustre et démontre qu'il est le roi du sprint, en empochant l'étape et en gardant le maillot jaune. Ça a été un plaisir pour moi et pour le team Mada. J'espère qu'on va réussir à garder le maillot jaune jusqu'à la fin. Je sais que c'est un peu dur pour garder après toutes les équipes qui sont contre nous. Ils savent que je suis un bon sprinter, alors ils vont tout faire pour prendre l'échappée. Alors nous, on va tout tenter pour garder le maillot jaune et honorer l'Algérie. L'étape qui a relié la ville des ponts suspendus à celle des hauts plateaux est l'une des plus belles et passera par de somptueux paysages. Après quelques kilomètres, la première tentative d'échapper est réussie et se compose de Nassim Saïdi et de l'Italien Bernardkowski. Une échappée qui prend 2 minutes d'avance sur le peloton. Les deux coureurs passent le seul GPM de l'étape et le premier sprint intermédiaire ensemble. À Wadi Atmania, le peloton reprend les échappées. Le groupe rentre dans Sétif et la victoire se jouera au sprint. Hamza Yassine franchit la ligne d'arrivée en premier en 3h28 minutes et 51 secondes, assurant le maillot jaune et le maillot vert. La 2e place est décrochée par Milikias qui garde le maillot blanc, même chose pour Hebron avec le maillot à pois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.